m'appelle Myriam Alaoui, je suis chargée de production des expositions ici au MACAL, donc au Musée d'art africain contemporain Al Maaden, qui se trouve à Marrakech. Alors le musée a été créé en 2016. C'est l'un des projets majeurs de la Fondation Alliance, fondation qui a été créée elle-même en 2009 et qui a pour but d'encourager le développement artistique et culturel du Maroc à travers un certain nombre d'initiatives, parmi lesquelles on peut compter donc ce musée-là, aussi la création d'un parc des sculptures monumentales qui se trouve dans le golfe du Maaden. Mais aussi un programme qui vise la promotion de la photographie africaine émergente, qu'on appelle le programme LCC, dans la salle dans laquelle on se trouve, et aussi un programme qu'on appelle le programme Passerelle, qui est à destination des publics les plus éloignés, et notamment des plus jeunes, et qui a pour but de sensibiliser à l'art contemporain dans un but de démocratisation culturelle. Le musée, en fait, c'est un musée qui a été conçu à la fois comme un espace d'exposition, puisque c'est un espace qui va accueillir un certain nombre d'œuvres, puisque le musée renferme dans ses réserves à peu près plus de 2000 œuvres d'artistes, notamment africains, mais aussi internationaux, qui vont donc arriver dans nos salles d'exposition au gré des expositions thématiques qui ont lieu, mais c'est aussi un lieu qui a été conçu comme un espace de découverte et un espace d'interaction avec un public, puisqu'on a déployé un important dispositif de médiation, notamment à l'égard des plus jeunes, par exemple, pour lesquels on organise des ateliers créatifs qui ont lieu régulièrement ici au MACAL. On va chercher aussi des publics les plus éloignés, donc on essaie de les ramener au musée pour justement les sensibiliser à l'art contemporain. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de transformer le simple visiteur en véritable acteur, en totale immersion dans les salles du musée. Alors, la présente exposition, c'est la 13e exposition, il me semble, qui est organisée dans l'enceinte même du musée, parce qu'on organise aussi des expositions hors les murs. La dernière en date étant l'exposition « Ceux qui s'oublient, ceux qui restent », qui a été organisée au Musée national de l'histoire de l'immigration, dans le Palais de la Porte Dorée à Paris. Donc celle-ci, c'est une exposition qui est assez particulière en ce qu'elle re-questionne en fait la collection du MACAL à l'aune d'une thématique qui peut sembler un petit peu légère de prime abord, mais comme on le voit à travers le parcours, est une thématique beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est une exposition qui regroupe une centaine d'œuvres d'à peu près 64 artistes issus principalement du territoire africain, mais on peut aussi y trouver quelques artistes internationaux. C'est une exposition qui va couvrir un certain nombre de médiums parce qu'on peut y trouver à la fois de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la photo, de l'installation vidéo également. Et c'est une exposition à travers laquelle en fait, la commissaire a souhaité mettre en parallèle l'activité ludique et l'activité artistique, en ce que ce sont finalement deux domaines qui sont assez similaires, à la fois dans cette mise à distance que ça crée par rapport au monde, puisque à la fois les artistes comme les joueurs, ce sont vraiment des gens qui vont être amenés à créer un nouveau monde qui a ses propres règles, qui obéit à son propre répertoire. Et dans ce sens-là, c'est vraiment deux domaines qui étaient assez intéressants à explorer et à mettre en dialogue. Et c'est une exposition donc, à travers laquelle on a partagé, divisé l'espace du musée en 7 salles différentes, donc 3 salles en rez-de-chaussée, 4 salles à l'étage. Et en fait, la déambulation se fait un petit peu de manière, se fait un peu crescendo, c'est-à-dire qu'on commence par une acception assez littérale de ce rapport entre l'art et le jeu, et on finit sur quelque chose de finalement extrêmement métaphorique. Voilà, et au gré des salles, en fait,
on retrouve des artistes comme par exemple donc, cette première salle qui se trouve dans la nef centrale. On va avoir ce rapport plus littéral, justement plus tangible au jeu, dans laquelle on va trouver des artistes comme Mrema Bouzid Souali et avec son installation peinture qui est assez monumentale puisqu'on a justement 3 peintures qui entourent un échiquier géant dans lequel elle a placé délibérément ses pions comme dans un véritable jeu d'échiquier et dans lequel justement elle exprime un rapport au pouvoir puisque elle c'est vraiment quelqu'un qui justement essaye de s'attaquer aux enjeux géopolitiques qui régissent le monde d'aujourd'hui. J'ai un alphabet de forme, un alphabet très simple que je répète depuis 30 ans de pratique on va dire. Et c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est qu'avec un alphabet qui se réduit peut-être à 5, 6, 7 formes maximum, je recrée un monde en permanence, il n'y a pas de répétition en fait. Je peux citer les éléments essentiels, c'est les éléments de la vie domestique, le lit, la chaise et la table. C'est ce qu'on retrouve comme élément figuratif dans mes tableaux. Et c'est un petit peu un résumé de la vie domestique, de l'enfermement des femmes dans la vie domestique. Ensuite, il y a cette crinoline qui est ma signature vraiment maintenant que tout le monde reconnaît et identifie immédiatement comme étant donc d'Amina Benbouchta. Et cette crinoline représente un petit peu une cage. C'est un élément de séduction qui est devenu pour la femme un emprisonnement. Et évidemment, quand vous portez un corset ou une crinoline, vous ne pouvez ni courir, ni vous déplacer librement. Donc c'est une sorte de cage ambulante. C'est un objet qui devient comme un rébus. Tout ce vocabulaire est un rébus dans mon œuvre et on trouve vite la réponse. Je veux dire, la crinoline, tout le monde comprend très vite et s'identifie très vite. Bien sûr, je parle des femmes, mais après, on peut être enfermé en soi-même, on peut être enfermé les cages du moi, on peut être enfermé dans des idées restreintes, on peut être enfermé parce qu'on ne réfléchit pas ou qu'on ne regarde pas. Je veux dire, ce n'est pas seulement les femmes, c'est un terme humaniste, une réflexion sur l'enfermement en général. Heureusement, il y a toujours un élément organique, soit un cœur, soit un élément un petit peu végétal qui permet d'aérer et de montrer qu'il y a une vie dans tout ça. Donc voilà, j'ai décrit mon alphabet de base et je pense que ça peut être même assez amusant. Les gens aiment bien faire ça quand ils voient mes expositions, de retrouver de ci, de là les signes qu'ils connaissent dans mon travail. Mon travail, toujours, il a eu un rapport, bon, bien sûr, avec la figuration, parce que c'est normal, avec l'école de beaux-arts, avec les études, cette forme dans ces techniques figuratives. Mais à un moment, bon, quand je suis arrivé à Madrid, bon, mes premiers contacts un peu avec mes premiers profs à la fac, c'était pas vraiment, ils ont commencé à questionner bon, cette figuration parce que bien sûr tu arrives dans une capitale où il y a les grands maîtres de la peinture comme Velázquez, comme Goya, alors bon, même si tu rêves dessiner comme eux, tu ne vas pas arriver parce que les conditions n'étaient pas les mêmes. Alors à partir de là, j'ai commencé un peu à chercher une figuration qui rentre vraiment dans ma capacité comme artiste. Et là, j'ai développé le sujet sur un animal, c'est qui est le cheval. C'est qui est devenu vraiment la marque de mon travail. Oui, après j'ai incorporé, c'est à partir de 97, je crois, 97, 87, j'ai commencé à développer un sujet qui s'appelle The Forest, la forêt. Là où j'ai commencé à incorporer plein d'animaliers, tout ce qui est vraiment, tout ce qui vit dans une forêt, qu'ils soient insectes, des chevaux, bon, tout ce qui m'inspirait vraiment, cette forêt que j'ai développée, c'est là où ça commençait vraiment à être un travail et ce qu'on dit, bon, les sujets narratifs, tu vois, je raconte une histoire à travers ce travail. Parce que j'avais ce désir de créer un jardin, d'une sublimation, parce que après mon bac, j'ai fait des études de biologie dans le sens de comprendre le vivant. C'est-à-dire de voir comment, à partir d'une matière inerte, peut naître la vie, comment la vie naît. Donc c'est un grand miracle. Quand on voit le cosmos, c'est la seule planète, à notre connaissance, où le vivant existe. Il y a vraiment une vie. Et ça, c'est une grande, pour moi, c'est le miracle de la vie. C'est quelque chose, c'est
le moteur un peu de tout ce qui m'intéresse dans la vie, par rapport au végétal, par rapport aux relations humaines, par rapport à l'environnement, par rapport à comment vivre notre époque dans une forme de changement climatique où l'humain lui-même devient son propre prédateur. Et ça donne un ensemble de positions dans la vie, comment être dans ce monde et comment faire en sorte que les choses bougent à mon échelle.